OK, donc bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'Institut nordique du Québec. Donc, je me présente, mon nom est Jean-Michel Lemieux. Donc, je suis professeur au département de géologie et de génie géologique à l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de nos travaux récents qui ont été réalisés dans la vallée de Tasiapik, euh, qui est située près d'Umiyak au Nunavik. Donc, c'est une étude qui concerne le cycle de l'eau en région froide. Donc, c'est des travaux qui ont été financés par le ministère de l'Environnement du Québec, le FRQNT, le CRSNG et Sentinelle Nord. Donc, moi, je suis membre du Centre d'études nordiques et du Centro. Et les collaborateurs principaux pour cette étude sont Richard Fortier, John Molson, Nathan Young, Philippe Fortier et René Terrien. Ouais, donc, OK, on va laisser ici, désolé. Donc, nos recherches sont motivées par les problématiques d'approvisionnement potable dans les communautés nordiques. Donc, ici, vous avez une carte du territoire du Nunavik où on présente les villages nordiques dans les fêtes. Puis, on a effectué un inventaire des sources d'eau potable utilisées par ces communautés-là. La plupart proviennent des lacs, des rivières et des réservoirs, avec une distribution par camion-citerne qui a lieu, un peu comme vous voyez ici. OK? Donc, les problèmes reliés à l'approvisionnement en eau potable au Nunavik sont de plusieurs ordres. Premièrement, les sources d'eau sont vulnérables. Sont vulnérables à quoi? Ben, elles peuvent être vulnérables au tarissement en hiver. Donc, dans certains villages, les réservoirs, les rivières s'assèchent, donc on doit trouver des sources d'eau alternatives. Parfois, c'est la prise d'eau qui va geler, donc des problèmes plutôt d'ingénierie. Puis, c'est les sources d'eau qui sont de surface sont vulnérables aussi à la contamination. OK, donc l'eau souterraine, c'est une source d'eau potable qui est moins vulnérable que l'eau de surface. Donc, dans le sud du Québec, c'est ce qu'on privilégie d'utiliser. OK? Puis, c'est une eau souterraine. L'eau souterraine est déjà utilisée par quelques villages au Nunavik, dont Kudjurapik, dont l'approvisionnement dépend complètement de l'eau souterraine comme source d'approvisionnement, mais à Salouit partiellement, puis à Kudjuak aussi, l'eau souterraine qui est exploitée. Donc, on pense que, étant donné que l'eau souterraine, c'est une source d'eau qui est plus sécuritaire, si on veut, on pense que l'effet que les changements climatiques pourraient accroître l'accessibilité à l'eau souterraine en région nordique. OK? Donc, une ressource qui pourrait devenir de plus en plus disponible. C'est quelque chose d'intéressant. De plus, les besoins en eau des communautés nordiques sont généralement assez faibles. Donc, la consommation per capita est d'environ une centaine de litres par personne par jour, comparé à près du double au triple là, dans le sud du Québec. Donc, ce n'est pas une grande quantité d'eau qui est nécessaire. Toutefois, il y a plusieurs freins à l'utilisation de l'eau souterraine dans la région nordique. Premièrement, pour exploiter l'eau souterraine, ça prend des réservoirs d'eau souterraine qu'on appelle des aquifères. Donc, c'est des formations géologiques poreuses et perméables dans lesquelles on peut exploiter ou pomper l'eau souterraine, extraire l'eau souterraine. OK? Par contre, au Nunavik, comme vous voyez ici sur la gauche de la diapo, au niveau du roc, de la roche en place dans lesquelles on peut parfois extraire de l'eau, c'est plutôt des roches cristallines, donc des roches ignées métamorphiques, donc qui sont peu poreuses, peu perméables, qui peuvent parfois fournir de l'eau, mais la recherche en eau est très aléatoire. OK, donc on aimerait mieux se tourner vers les dépôts de surface, donc les dépôts quaternaires, donc où là, il y a des importantes épaisseurs de sable et gravier. Et malheureusement, près des villages nordiques, il y a peu de cartes géologiques détaillées qui existent qui permettent d'orienter les recherches vers les formations aquifères intéressantes. Puis les dépôts glaciaires, ben, c'est connu, c'est très hétérogène. Donc l'architecture 3D est complexe. Comme il y a peu de connaissances, ben, ça freine la recherche en eau dans ce type d'environnement-là. La présence de gel aussi pérenne, donc de pergélisol, laisse croire que l'eau souterraine peut être gelée et non disponible pour l'approvisionnement en eau potable. Donc, lorsqu'on s'en va plus au nord, le pergélisol est continu, l'épaisseur du pergélisol peut faire plusieurs centaines de mètres. OK, donc, on a une conception qu'il n'y a pas d'eau souterraine non gelée disponible. Dans nos travaux récents, on a démontré qu'il y a des réservoirs d'eau souterraine, donc dans des aquifères de sable et gravier, d'étendue intéressante, si on veut, d'épaisseur intéressante,
puis que cette eau-là est non gelée dans certains contextes spécifiques, dans les différentes zones de pergélisol, que ce soit continu, discontinu ou sporadique. Donc, la prochaine question à se poser, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cette eau souterraine-là de façon durable, donc à long terme? OK, sachant que le cycle de l'eau, donc la réalimentation des nappes phréatiques, OK, donc se fait par l'infiltration des précipitations, puis les précipitations sont beaucoup plus faibles lorsqu'on se dirige vers le nord. Puis le cycle de l'eau aussi est affecté par une période de gel saisonnier qui est plus longue. Donc, tout le cycle de l'eau est affecté par cet environnement froid-là, ce qui fait en sorte que ça amène des incertitudes à savoir est-ce que l'exploitation peut être durable. OK, donc ça, c'est la question auquel on aimerait répondre. Donc, voici les questions qui nous intéressent pour ce travail. On se pose la question suivante. Quelle est la disponibilité des eaux souterraines en région froide et quelle est la possibilité de les exploiter de manière durable? Comment cette ressource-là va évoluer aussi dans un contexte de changement climatique? C'est une question qui est très appliquée, mais en s'intéressant à cette question-là, ça nous permet aussi de s'intéresser à des questions un peu plus fondamentales, comme par exemple, c'est quoi le rôle de l'eau souterraine dans le cycle de l'eau en région froide? On sait que présentement, il y a plusieurs recherches qui ont démontré que dans le nord du Québec, le cycle de l'eau passait d'un écoulement principalement de surface vers un écoulement qui est plus souterrain en raison de l'épaississement de la couche active puis le dégel du pergélisol. Donc, est-ce qu'on peut avoir une contribution ou apporter des réponses à ces questions-là par nos travaux? Ensuite, quelle est l'importance du transport de chaleur aussi par les eaux souterraines dans la dynamique du pergélisol, sachant qu'il y a un écoulement de l'eau qui apparaît dans ces zones-là, des pergélisols, va remobiliser la chaleur dans le sol. Quel effet ça pourrait avoir sur la dynamique du pergélisol? Pour répondre à ces questions-là, on a un laboratoire d'études qui se trouve en plein air dans le à proximité du merveilleux village d'Oumiac, au Nunavik. Donc, le village d'Oumiac se situe sur la côte est de la baie d'Hudson. C'est localisé ici dans la zone de pergélisol discontinu. OK? Donc, sur la figure ici, le village d'Oumiac se situe ici sur la côte de la baie d'Hudson. Puis, le terrain qui nous intéresse se situe dans une vallée glaciaire, donc c'est ce qu'on appelle la vallée de Tassiapik, OK, qui est située à mi-chemin entre la baie d'Hudson et le lac Tassouiac, le lac Guillaume de l'Île. OK? Donc, c'est une vallée glaciaire qu'on retrouve, puis qui est flanquée par un escarpement dû à la présence d'une cuesta, qui est un paysage fréquent dans la région. Donc, c'est un petit bassin versant de 2 km² qui constitue notre bassin versant expérimental, un peu de la façon du bassin des eaux volées dans dans la forêt Montmorency. Donc, si vous avez la chance, vous avez eu la chance d'aller dans ce secteur-là, vous aurez certainement escaladé la Cuesta puis profité de ce point de vue-là. Donc, si on regarde vers le nord, voici ce que vous pourriez observer. Donc, au loin, évidemment, la baie d'Hudson avec quelques îles ici et la vallée avec mon collègue Richard Fortier et son leader terrestre qui fait un suivi là, de la subsidence au dégel des buttes de pergélisol. Donc, le pergélisol est sporadique ici. Il apparaît sous la forme de buttes avec un relief positif recouvert d'un couvert végétal composé principalement de lichen. Autrement, le couvert végétal dans la vallée, c'est représenté principalement par une toundra arbustive, des îlots plutôt herbacés, du lichen, des petits arbustes et un peu de pessière à épinettes lorsqu'on arrive principalement dans le bas de la vallée, des zones un petit peu plus humides ici. OK, donc le climat humiliac, c'est un climat qui est subarctique avec des longs hivers puis des étés courts. Donc, sur la période 2013-2017, sur laquelle on a exploré certaines données, la moyenne des précipitations est environ de 650 mm par année. C'est des précipitations brutes. On sait qu'il y a une sous-captation. On va essayer de la quantifier plus tard dans l'étude. Puis des températures annuelles moyennes environ qui tournent autour de -2, -4 degrés. Donc, vous voyez ici les températures journalières moyennes, maximales, minimales. Avec la période ici, principalement, on observe la majorité des précipitations vers la fin de l'été, début de l'automne, puis des précipitations neigeuses qui commencent en octobre jusqu'au mois de juin. Okay? Donc, puis au niveau du climat, on a tenté une reconstitution climatique du secteur basée sur des données du village de Muyac, mais aussi sur des données
historiques qui proviennent de villages à proximité. Donc, puis on voit qu'il y a eu un réchauffement ici de quelques degrés au milieu des années 90, qui a culminé en 2010 ici, puis un petit refroidissement là, depuis ce temps qu'on peut observer. Donc, je vais vous faire visiter la vallée brièvement à l'aide de quelques cartes. Donc, les cartes ici présentent l'étendue du bassin versant qui nous intéresse, donc 2 km². Puis, on voit la topographie qui est obtenue avec un lidar aéroporté. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le réseau de drainage. Donc, un cours d'eau ici qui est pérenne, un petit ruisseau en bleu foncé, puis des cours d'eau intermittents en petits traits ici, qui forment un petit réseau de drainage. Donc, en sommet du bassin ici, ce qu'on observe, c'est qu'on a plusieurs lacs, des petits lacs, des thermokarstes, des lacs qui se forment lorsque les buttes de pergélisol dégèlent, puis qui sont reliés entre elles aussi pour former un petit réseau de drainage. OK. Donc, ici, sur le panneau central, vous avez une carte de la géologie des dépôts meubles, géologie du Quaternaire. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais disons, ce qui est important de voir, le bleu, c'est des dépôts d'origine marine. OK, donc c'est des dépôts principalement, là, des dépôts marins profonds, des siltes, et des dépôts marins plutôt littoraux. Donc des salles principalement ici, vers le sommet de la vallée. Puis en dessous, on retrouve des sédiments fluvio-glaciaires. Ce que vous voyez en gris, c'est les buttes de pergélisol. Donc, vous pouvez voir un peu la présence du pergélisol discontinu dans la vallée qui est située principalement dans 2 secteurs. Au niveau de la végétation, ben, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc dans notre bassin en tant que tel, on trouve principalement, hein, disons, la toundra arbustive, les arbustes, avec quelques îlots d'épaisseur lorsqu'on est plus en aval dans la vallée. OK, donc dans la vallée, on a réussi à mettre en place des puits d'observation en utilisant une foreuse. On a réalisé des forages à différents endroits. On a réalisé des travaux de géophysique aussi. Puis on a mis en place plusieurs instruments aussi dans la vallée pour faire le suivi des conditions hydrologiques. Puis l'intégration de toutes ces informations-là nous ont amené à proposer un modèle conceptuel que je présente d'emblée ici. Ensuite, on verra les données qui ont permis de produire ce modèle conceptuel-là. Mais c'est plus simple de le présenter dès le départ. Donc, c'est conceptuel ici. On verra tout à l'heure des cartes un peu plus réalistes, là. Donc, ici, c'est vraiment pour illustrer d'abord le contexte géologique. Donc, au niveau du contexte géologique, si on regarde la stratigraphie en partant de la base vers le sommet, on a principalement du roc à la base, donc c'est des grès ou des coulées basaltiques. Puis au-dessus, on va retrouver des sédiments fluvio-glaciaires, donc en orange et jaune, des graviers, des sables, qui ont été surmontés par la suite par des dépôts marins, des faciès d'eau profonde, donc des dépôts plutôt silteux. Okay? Puis après le retrait de la mer, ben, à ce moment-là, il y a des dépôts plutôt littoraux qui ont été formés et qu'on retrouve uniquement ici dans certains secteurs de la vallée. OK, donc, c'est quoi l'implication de ce contexte géologique-là pour les eaux souterraines? Dans les faits, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour trouver de l'eau souterraine, ça prend des formations géologiques poreuses et perméables, comme les graviers et les sables ici, ou bien les sables littoraux. Donc, ça va former ce qu'on appelle des aquifères. Donc, dans ce cas-ci, on a un aquifère profond, un aquifère plutôt superficiel, dans lequel l'eau peut être stockée et exploitée. Donc, bon, ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'étendue de la couche de silt, des sédiments peu perméables, est limitée dans l'espace. Okay? Ce qui fait en sorte que toutes les précipitations qui tombent à l'intérieur des limites de la limite silteuse vont s'infiltrer en profondeur, puis leur migration verticale va être interceptée par la couche de silt. Donc, il y a une nappe phréatique qui va se former. Puis à ce moment-là, il y a un écoulement latéral qui va se former. Puis l'eau souterraine va faire résurgence soit dans le cours d'eau, ou soit dans des ravins sous la forme de sources qui vont alimenter hein, ces petits cours d'eau intermittents-là. L'eau va s'écouler, puis éventuellement sortir du bassin versant. L'eau qui s'infiltre dans le sol à l'extérieur de la limite de l'unité peu perméable silteuse vont s'infiltrer en profondeur et alimenter l'aquifère profond, s'écouler latéralement sur une grande distance. Ici, éventuellement, s'écouler à l'extérieur du bassin versant et en partie réalimenter alimenter le cours d'eau ici via un écoulement hein, souterrain.
OK? Donc, à la base de la cuesta, l'infiltration peut soit, l'eau peut soit s'infiltrer puis alimenter l'aquifère profond ou soit ruisseler en surface puis atteindre le cours d'eau. On a moins d'informations à ce sujet-là. Le pergélisol se retrouve sous la forme d'îlots, hein, comme ça ici dans l'unité de silt. Donc, il n'affecte pas la disponibilité de l'eau souterraine. On le verra tout à l'heure, il affecte les interactions entre l'eau souterraine et l'eau de surface. Donc, à partir des informations de forage et de géophysique, mon collègue Richard Fortier a construit un modèle géologique 3D de la vallée. Donc, je ne le présente pas ici, mais à partir du modèle géologique, on a pu obtenir l'épaisseur des différentes unités avec des cartes isopaques. Donc, l'unité l'aquifère profond, formé des sédiments fluvio-glaciaires, dont j'ai présenté les sables et les graviers. On voit la carte d'épaisseur de ces sédiments-là, donc jusqu'à 40 mètres d'épaisseur. Au-dessus, on retrouve l'unité de silt, le silt marin, qui est peu perméable. Donc, on voit que l'étendue couvre seulement qu'une certaine fraction du bassin versant. Puis, les sédiments littoraux qu'on retrouve au-dessus. Puis, là où il y a des sédiments littoraux suffisamment épais, puis en dessous desquels on va retrouver l'unité de silt, à ce moment-là, il y a l'aquifère superficiel qu'on retrouve, dans laquelle on retrouve également de l'eau souterraine. Donc, dans la vallée, on a mis en place plusieurs forages, comme vous pouvez voir ici, une station avec des puits d'observation pour observer les niveaux d'eau souterraine, une station de jaugeage de l'eau de surface, on a une station météo qui appartient au Centre d'études nordiques, puis plusieurs sites où on s'intéresse à l'infiltration, la recharge des nappes phréatiques ici. Si on regarde sur le terrain à quoi ça ressemble, donc on a ici notre canal de jaugeage, donc, on mesure le niveau d'eau dans le canal, puis à l'aide de la courbe de tarage fournie par le manufacturier, on connaît le débit à toutes les 15 minutes pendant toute l'année. La station météo qui est opérée par le Centre d'études nordiques avec le pluviomètre, néviomètre et tous les instruments de mesure standards. Les puits d'observation qui permettent de mesurer les niveaux d'eau souterraine, puis les stations qui nous permettent de mesurer l'infiltration de l'eau dans le sol selon différents types de couverts végétales. Donc, on voit un peu comment c'est installé des capteurs de teneur en eau à différentes profondeurs jusqu'à la nappe phréatique et un puits d'observation qui nous permet de documenter les variations de la nappe. Donc, sur cette diapo aussi, il y a beaucoup d'informations. On va y aller doucement. Donc, ce que je présente, c'est les données qu'on a obtenues à partir de nos instruments pour la période 2014-2017. Donc, 2 années hydrologiques complètes. Donc, on a d'abord les précipitations journalières en haut. Puis ensuite, ici, on a la température de l'air, température moyenne journalière de l'air. Lorsque la température est sous zéro, on a ombragé les panneaux de la figure comme ça ici pour aider l'interprétation. Lorsqu'on est au-dessus de zéro, c'est en blanc. Ce qu'on voit ici, la courbe en noir, c'est le débit mesuré à l'exutoire du cours d'eau, ici. OK? Puis ce qu'on retrouve ici, c'est les niveaux d'eau mesurés dans les puits d'observation dans l'aquifère superficiel, qui est situé ici, et dans l'aquifère profond, qui est situé plus profondément en aval de la vallée. Donc, au printemps, qu'est-ce qui se produit? On a la fonte des neiges, qui fait en sorte que les débits du cours d'eau augmentent de façon importante. Donc, les niveaux d'eau dans les puits d'observation de l'aquifère superficiel augmentent également très rapidement. Par contre, dans l'aquifère profond, l'augmentation est beaucoup plus progressive. C'est parce que l'eau doit s'infiltrer dans les zones où le silt n'est pas présent et s'écouler latéralement vers le bas de la vallée. Donc, ça demande un certain temps avant que les niveaux d'eau puissent augmenter. Donc, il y a un certain décalage dans le pic des niveaux d'eau. Ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que le débit du cours d'eau en hiver, comme on peut le voir ici, est plus élevé que le débit du cours d'eau en été. Quand même assez surprenant parce qu'en été, on a du ruissellement, puis le niveau d'eau dans l'aquifère superficiel est très élevé. Okay? Tandis qu'en hiver, le niveau d'eau dans l'aquifère superficiel est plus bas, puis il n'y a plus de précipitations liquides. La raison qui explique ça dans les faits, c'est que lorsqu'on arrive en hiver, le niveau d'eau dans l'aquifère profond, à ce moment-là, est à son pic. Puis là, il y a un écoulement vertical qui se produit. Donc, l'eau souterraine dans l'aquifère profond va remonter vers la surface. Puis en fait, on a même observé dans certains puits d'observation que les puits étaient coulants. Donc, on a des conditions artésiennes. Donc, l'eau sort du puits naturellement, puis vient alimenter éventuellement notre cours d'eau. OK? Donc, je vais revenir un peu sur cet élément-là plus tard. On s'est intéressé aussi à la qualité de l'eau
souterraine dans la vallée, puis de l'eau de surface. Donc, d'un point de vue de sa potabilité. Donc, on a déterminé que l'eau respectait les critères de potabilité prescrits par règlement. Puis en même temps, on s'est intéressé à la composition ou les concentrations en ions majeurs de l'eau pour mieux comprendre son transit dans notre système. Donc, les ions majeurs permettent de déterminer un peu le temps de résidence de l'eau. Ça reflète sa minéralisation, donc son taux de renouvellement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut voir, c'est que l'aquifère superficiel, qui est en vert, a une très faible minéralisation. Okay? Donc, à ce moment-là, c'est de l'eau qui s'apparente vraiment à de l'eau de pluie. C'est de l'eau qui est renouvelée très rapidement. L'eau dans l'aquifère profond est un petit peu plus évoluée, mais une faible minéralisation quand même. Puis, si on s'intéresse aux faciès de l'eau souterraine, on voit que c'est des faciès associés à une infiltration récente, puis une eau qui est assez jeune. Puis, dans l'eau du ruisseau, c'est un mélange de l'eau de l'aquifère profond et de l'aquifère superficiel. OK? Donc, maintenant, on s'est un peu amusé à essayer de quantifier toutes les composantes du cycle de l'eau dans la vallée. Donc, c'est-à-dire qu'on a plusieurs compartiments. L'atmosphère, la surface du sol, le ruisseau, l'aquifère superficiel, l'aquifère profond, l'aquitard. À ce moment-là, c'est possible de tracer des flèches qui indiquent le mouvement de l'eau entre ces réservoirs-là. Puis on a tenté de quantifier tous ces éléments-là ici pour quantifier tous les éléments du cycle de l'eau, pour qu'on puisse éventuellement utiliser ça pour alimenter nos modèles. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des précipitations, tout à l'heure, j'ai présenté des précipitations moyennes d'environ 650 mm par année. Mais on nous a apporté des corrections pour la sous-captation parce qu'en hiver, en raison du vent, le pluviomètre va mettre 4 moins de précipitations qu'il devrait en capter. Donc, on a appliqué des corrections, puis ça nous donne des précipitations d'environ 830 mm en moyenne pour ces 2 années-là, ce qui est quand même assez important pour un site à cette latitude-là. Donc, je ne vais pas passer à travers tous les éléments du bilan, mais un des éléments qui est important, c'est la recharge, parce que la recharge, c'est ce qui va réalimenter les nappes souterraines. Donc, on a comparé les volumes d'eau qui étaient rechargés à ce qui était consommé, par exemple, par les résidents du village. Puis on s'est rendu compte que c'était une fraction vraiment infime qui était consommée par les résidents du village par rapport à la réalimentation des nappes, ce qui fait en sorte que ça serait durable d'utiliser cet aquifère-là comme source d'approvisionnement en eau potable. On aura un renouvellement adéquat. OK. Donc, c'est certain que je vais un petit peu vite ici, puis je fais un survol de tous les travaux qu'on a réalisés. Donc, pour chacun de ces travaux-là, on a des rapports plus détaillés, une présentation qui pourra être réalisée. Mais bon, pour la durée de la rencontre d'aujourd'hui, donc, on fait un survol. Donc, ici, ce que je reviens sur le modèle conceptuel de tout à l'heure. Donc, tout simplement pour remettre en lumière l'eau souterraine qui s'écoule dans l'aquifère profond, il va faire résurgence vers le cours d'eau dans la section profonde ici, principalement en hiver. Hein, puis l'eau qui s'infile dans l'aquifère superficiel, puis va s'écouler vers le cours d'eau intermittent ou le ruisseau plus pérenne ici en surface. Donc là, on est arrivé à démontrer qu'il y avait de l'eau souterraine dans l'aquifère profond en quantité importante, en qualité adéquate, puis qui était bien réalimentée également. Maintenant, on peut se poser comment cette eau souterraine-là va évoluer, comment ces ressources-là vont évoluer dans un contexte de changement climatique. OK? Donc, un élément qui est intéressant ici, c'est que le pergélisol du sol n'affecte pas la disponibilité des eaux souterraines parce qu'il se trouve dans une couche de sol qui est peu perméable. OK? Donc, ça, c'est un élément intéressant. Les gens pensent souvent, OK, pergélisol, l'eau souterraine est gelée. Donc, dans ce cas-ci, oui, elle est gelée, mais c'est de l'eau souterraine qui n'était pas disponible pour l'exploitation. L'autre élément important, c'est que si on pense que selon les données météo qu'on a vues, la région est en réchauffement, donc on s'attend à ce que les buttes de pergélisol vont dégeler éventuellement. Là, éventuellement, ce qui va se produire, c'est que l'eau souterraine va faire davantage résurgence dans le cours d'eau de surface. Ça fait en sorte que le débit de base du cours d'eau en hiver, donc on a vu le cours d'eau en hiver, est alimenté principalement par les eaux souterraines, cette eau souterraine-là de l'aquifère profond hein, qui fait résurgence dans son cours. OK? Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un débit qui va être soutenu
débit plus important en hiver, ce qui est un peu en lien avec les résultats d'autres études dans l'article qui montrent, qui prédisent que les débits des cours d'eau vont être soutenus de façon plus longtemps par les eaux souterraines. OK? D'un autre côté, maintenant qu'il y a un écoulement d'eau souterraine qui est actif, on peut penser que l'eau souterraine peut redistribuer aussi la chaleur dans le sol, amener la chaleur de la surface ou dans les zones plus chaudes, puis les amener dans les zones plus froides à proximité des buttes de pergélisol. Donc, on a travaillé le long d'une section simplifiée 2D, ici, où on s'est intéressé à simuler le transport de chaleur puis voir l'effet que l'eau souterraine pourrait avoir sur la dynamique du pergélisol. Donc, ici, ce qu'on présente à droite, c'est une simulation où on considère le transport de chaleur diffusif, comme c'est normalement fait pour prédire l'évolution du pergélisol, en considérant l'effet de la chaleur latente, les effets de gel-dégel. On a essayé de reconstituer l'historique du climat récent et voir si on était capable de reproduire la dimension des buttes de pergélisol qu'on observe dans la vallée. Puis, les dimensions de buttes qu'on obtenait étaient toujours trop grandes ici. Puis la seule façon d'obtenir des buttes qui avaient une taille réaliste, si on veut, c'était de considérer un écoulement d'eau souterraine ici, qui redistribue la chaleur dans le sol, comme on peut voir. Les lignes d'écoulement vont affecter les contours de température, faire en sorte que la taille des buttes de pergélisol est beaucoup plus réaliste. Donc, dans les faits à Oumillac, on a réussi à quantifier l'écoulement ici, démontrer à l'aide d'un modèle, puis d'observation, que l'eau souterraine avait un rôle important à jouer dans la dynamique du pergélisol. C'est un site où ça a été bien documenté. Puis ensuite, on s'est projeté dans le futur. On a dit, bon, ben, dans ce cas-là, quelle serait la différence de prédiction, si on inclut ou non l'effet de l'écoulement de l'eau souterraine? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait plusieurs dizaines d'années de différence dans les prédictions du dégel complet du pergélisol pour le modèle diffusif uniquement versus le modèle avec l'eau souterraine. Okay, donc, pour des contextes comme ça ici, c'est important de prendre en compte l'effet de l'eau souterraine pour avoir des prédictions plus réalistes de la dégradation du pergélisol. Le dernier élément auquel on s'est intéressé de façon un peu plus récente, c'est de savoir aussi quel va être l'effet des changements climatiques sur la recharge. Parce que, bon, même si l'eau souterraine est disponible, il faut que la recharge soit maintenue aussi pour qu'on puisse l'exploiter. Donc là, ici, on ne s'est pas intéressé nécessairement aux prédictions de précipitations réalisées par les modèles climatiques, mais plutôt quel serait l'effet d'un changement du couvert végétal sur l'infiltration de l'eau souterraine, parce que l'infiltration de l'eau souterraine est beaucoup affectée par le couvert végétal, les processus de surface. Donc récemment, il y a l'équipe de Michel Allard avec Maude Pelletier et Esther Lévesque qui ont proposé un modèle chronoséquentiel où les différents couverts végétaux qu'on observe dans la vallée représentent un stade différent d'évolution entre le moment où on a un environnement dominé par le pergélisol, où on observe principalement un couvert végétal avec du lichen. Et lorsque le pergélisol dégèle, la subsidence ici qui se produit, couvert végétal qui progresse plutôt vers des herbes, une dominance herbacée, puis progresse éventuellement vers des arbustes plus petits, plus grands, puis éventuellement une paissière à épinette. OK? Donc, ça représente le stade d'évolution. Donc, nous, dans notre cas, on a instrumenté ces différents couverts végétaux-là, puis on a mesuré des taux de recharge qui étaient différents aussi. Donc là, à ce moment-là, on peut anticiper l'effet du changement de couvert végétal sur la recharge des nappes à l'aide de cette chronoséquence-là. Donc, l'effet d'avoir des arbres plus grands, ce que ça a, c'est que souvent, ça va accumuler une quantité de neige plus importante, okay, à cause que ça agit comme une barrière pour le vent. Okay, donc, la hauteur de neige est plus importante. Donc, là, si la hauteur de neige est plus importante, la profondeur de gel va diminuer. Puis nous, association, on a observé une augmentation de la recharge, donc on l'a quantifié. Okay? Donc, ça, c'est intéressant. Bon, malgré tout ça, vous allez dire, même s'il n'y a pas plus de neige qui tombe sur le site de la vallée, ça va être juste une redistribution de la neige dans la vallée. Mais pour nous, c'est important parce que dans la vallée, principalement, la paissière à épinette se trouve plutôt vers le bas de la vallée dans les zones de résurgence de l'eau. Donc, si cette paissière-là migre vers le sommet de la vallée, les zones d'infiltration, puis que la neige s'accumule davantage dans ce secteur-là, là, à ce moment-là, on va avoir une meilleure recharge des nappes d'eau souterraines. Ça va assurer une recharge pour soutenir une alimentation en eau souterraine. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais conclure. On m'a demandé de faire ça en 30 minutes. Donc, le 30 minutes vient de sonner.
Donc, l'eau souterraine est disponible en zone de pergélisol discontinu et pourrait soutenir l'alimentation en eau d'une petite communauté. Donc là, je veux juste mentionner que l'aquifère qu'on étudie, la zone qu'on étudie, est située quand même assez loin du village. Le but, ce n'était pas de trouver une source d'eau pour le village, c'est juste de l'utiliser comme un exemple. Hein, OK. Mais selon nos calculs, ça pourrait alimenter une communauté de la Terre d'Oumuyak. La recharge est importante. OK, même si on se trouve à une latitude quand même assez élevée, que l'hiver soit long. OK, puis c'est principalement dû au fait qu'il y a des fortes précipitations. Curieusement, des fortes précipitations, peut-être dû à l'effet de la vallée, puis du lac Guillaume de Lille, de Tassouillac. Donc, la recharge pourrait augmenter aussi en raison des modifications du couvert végétal. OK, le pergélisol n'affecte pas la disponibilité de l'eau dans ce secteur-ci, mais plutôt la dynamique du cycle de l'eau et celle du pergélisol. Donc, le débit de base du cours d'eau va augmenter notamment en hiver, avec le dégel du pergélisol. Puis cet écoulement souterrain-là va influencer la dynamique du pergélisol qui, à son tour, lui, va dégeler plus rapidement qu'anticipé avec les modèles traditionnels. Donc, j'attire votre attention en conclusion vers un mini numéro spécial qui vient d'être publié dans justement le numéro du mois de mai 2020 de la revue Hydrogeology Journal, où tous nos travaux de recherche que j'ai présentés aujourd'hui sont publiés. OK, donc les articles sont disponibles gratuitement en ligne pour une période de 2 mois si vous voulez y accéder. Donc, je remercie tous les gens qui ont participé à cette étude-ci. J'en oublie certainement. Quelle est l'ouverture des communautés pour l'utilisation de l'eau souterraine comme source d'eau potable? Ben, déjà, l'eau potable est utilisée à Wapmagoustou et Kudjurapik comme source unique d'eau potable. C'est sûr, c'est le village qui est situé le plus au nord. Donc, l'eau est de bonne qualité, puis il n'y a pas de problématique avec ça. C'est sûr que c'est un village mi-cri, mi-inuit. Quand on se déplace plus vers le nord, c'est certain que, de par mon expérience quand même assez limitée là, dans ma visite des villages, je sais qu'à Oumuyak, puis en discutant avec des gens, puis des collègues, on m'a déjà dit que les gens, surtout les elders, les anciens, avaient peut-être un préjugé envers l'eau souterraine en pensant qu'elle pouvait noircir lorsqu'on la faisait bouillir, etc. Donc, l'été dernier, justement, Richard Fortier, puis Philippe Fortier, puis d'autres étudiants à nous, ont organisé un petit atelier à Oumuyak où on est allé pomper de l'eau souterraine dans un puits, puis on a invité la communauté à boire du thé, puis à goûter l'eau, puis à expliquer un peu l'eau souterraine. Puis était quand même assez intéressé, puis on a pu un peu démystifier cette ressource-là. Donc, mais autrement, c'est certain que dans d'autres villages, comme à Coudjouac, par exemple, il y a certains particuliers qui ont des puits parce que le pergélisol est plus profond que la nappe phréatique. Puis, à Salouit, la source d'eau, dans le fond, c'est un puits qui est situé dans le lit d'une rivière, dans une zone qui est non gelée. Donc, ça pompe de l'eau souterraine mélangée avec de l'eau de surface. Puis, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En raison de problèmes d'infiltration, il semblerait que la communauté de Kudjurapik songe à abandonner l'eau souterraine pour retourner à l'eau potable de surface. Avez-vous plus d'informations à ce sujet? Oui, donc effectivement, j'ai entendu ça. Je suis moins au courant du dossier là-bas. Je sais que Richard Fortier est plus au fait du dossier. C'est pas impossible là-bas. Il y a des problématiques, effectivement. Donc, la source d'eau, c'est dans du roc fracturé. C'est des sources qui peuvent être vulnérables aussi. Mais malheureusement, je n'ai pas nécessairement plus d'infos. Quelles sont les conséquences pour la communauté? Les citoyens ont-ils plus d'eau disponible? Nos travaux, c'est plus de nature recherche et développement. Donc, l'eau, c'était pas dans le but là, de la fournir aux résidents. C'est plus une démonstration. Donc, l'idée, nous, ce qu'on a ici, c'est de démontrer qu'il y a de l'eau souterraine qui est disponible en bonne quantité et en bonne qualité dans différents contextes de pergélisol. Comme ça, si les villages ont besoin d'eau ou ils ont des problèmes d'alimentation en eau avec leurs sources d'eau, puis qu'ils mandatent un consultant pour aller faire de la recherche en eau, bien, que l'eau souterraine ne soit pas évacuée d'emblée, puis qu'elle soit considérée, puis de fournir des aides à la prospection de cette eau souterraine-là en faisant des exemples de démonstrations comme ça ici. Peut-être que l'eau souterraine ne sera pas disponible dans tous les villages, mais si les travaux auront permis d'identifier une source qui est intéressante, qui permet de régler des problèmes, bien ça sera toujours ça de gagner.
Pourquoi y aurait-il plus de contamination des eaux de surface à Emiuwak en contexte de réchauffement climatique? Bon, au niveau de l'eau de surface, je disais tout à l'heure que la qualité de l'eau qualité de l'eau est plus vulnérable aussi au changement climatique. Donc, c'est sûr que lorsque le réchauffement climatique se produit, ben, il y a le dégel du pergélisol qui se produit. Donc, il y a plus de mouvements dans les versants, des glissements de terrain, des choses comme ça. Le sol est plus instable. Donc, la turbidité de l'eau augmente. Il y a plus de transport de virus, de bactéries dans l'eau de surface. Donc, ça, c'est une problématique. Puis, les petits réseaux de traitement qu'ils ont dans ces villages-là permettent de traiter normalement là, pour les bactéries et tout. Mais en cas de problématique avec l'opérateur, ben, c'est toujours mieux d'avoir une eau de qualité, de meilleure qualité à la source. Donc, toutes les augmentations en lien avec le brunissement de l'eau, le transport des virus, par exemple, ça, c'est une problématique qui pourrait être associée au réchauffement climatique.